Merci beaucoup, chers amis. Merci d'être venus parfois de loin. C'est une véritable joie pour moi de vous retrouver de nouveau ici cette année à Domrémy, et je veux saluer et remercier tout particulièrement ceux qui se sont démenés pour que cette journée soit une réussite. Merci à Stéphane Perry, à toute l'équipe qui l'entoure, à Antoine Camus, le voisin bourguignon, vous pouvez les applaudir. Merci évidemment à l'indispensable Agnès Marion, et bien sûr merci à tous les bénévoles qui assurent la sécurité, qui sont derrière les stands ou évidemment derrière la tireuse à bière, élément central de cette journée. Et merci à vous, dont je sais que vous êtes nombreux à être parfois venus de loin. Vous êtes levés tôt le matin, vous avez fait de la route, parfois beaucoup de route, pour venir rendre hommage à notre belle Jeanne d'Arc. Et donc je vous remercie de nouveau, sincèrement. Vous pouvez vous-même vous applaudir. Comme vous d'ailleurs, je crois, en politique comme pour une société, à la nécessité des rites. Les rites qui rassemblent les hommes. Et c'est pourquoi nous avons décidé, il y a un an de cela, à l'issue d'un été un peu tumultueux électoralement, de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec Identité Liberté. Et j'ai souhaité, avec notre mouvement, que nous fassions de ce rendez-vous de Domrémy un rendez-vous marquant de notre année et donc de notre ADN politique. Oui, en ce 1er mai, Domrémy est le lieu où nous devons être. Là, plus qu'ailleurs, souffle l'esprit de Jeanne, fille du peuple, héroïne de France, qui libéra une ville, réveilla une nation, fit un roi et mourut à 19 ans sur le bûcher. Pour qui croit en la France, Domrémy est un lieu qui élève l'âme, et en particulier l'âme française. Il y a à peine une heure, nous étions devant la maison qui a vu naître Jeanne. Nous marchions sur le sol qu'elle a foulé, nous passions devant l'église où la future sainte fut baptisée. Et vous savez l'importance que la figure de Jeanne peut avoir dans mon héritage politique et personnel. L'âme éblouissante de cette petite paysanne de France qui fut en quelques années rien de moins que visionnaire, général d'armée, théologien, martyr, qui tantôt fascine et tantôt console dans les moments de découragement. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai entendu son prénom. Elle était presque une figure familière dans mon quotidien. L'image pure, l'image inaltérée du courage et du dévouement. Alors je sais que la police des symboles ne réserve qu'ironie ou moquerie en général pour quiconque à droite parle aujourd'hui de Jeanne d'Arc. Pourtant, femme, guerrière, commandant à des hommes, elle aurait tout pour plaire à nos féministes de gauche. Mais voilà, Jeanne possède à leurs yeux un défaut majeur et au nôtre une vertu infinie. Elle était patriote. Elle ne voyait de justice que dans la libération de son pays. Elle avait un autre défaut terrible aussi pour cette gauche, elle était chrétienne. Et elle puisait sa force dans les voies de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Elle croyait aux siens, elle croyait aux saints, elle croyait à la terre, à un ordre à la fois sacré et naturel. Jeanne était une Française, la plus grande Française sans doute, et pour la gauche, ça aussi, évidemment, c'est un défaut. Alors faisons un petit retour en arrière. La France de 1429 est au bord du gouffre. D'aucuns alors la voyaient à l'agonie, d'autres pensaient achever bientôt de se la partager. Puis vint Jeanne. Jeanne, une simple jeune fille ne sachant ni lire ni écrire, qui, sa foi en bouclier, porta l'épée comme un étendard. Qui était Jeanne? Et qu'était Jeanne? Une énergie. Si Jeanne est une page de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national, elle en est alors la grande page du roman de l'énergie au service de la nation. Une comète étincelante dans le ciel de notre histoire. Une femme qui débuta sa mission à 17 ans et mourut à l'aube de sa vie, seulement 2 ans plus tard. À 6 siècles de distance, elle n'est pas seulement un exemple, elle n'est pas seulement un symbole, elle est une leçon. Elle est une leçon de lutte et d'espoir, 2 choses dont nous, Français, nous avons bien besoin par les temps qui courent. Oui, traverser la nuit noire est possible. Les aurores sont toujours promises à ceux qui espèrent et à ceux qui agissent. Jeanne disait, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il ne faut rien demander avant d'avoir tout exigé d'abord de nous-mêmes. Et pour combattre, il faut des armes. Et si l'on n'en a pas, eh bien il faut les trouver ou il faut les faire. Chercher, forger les armes pour affronter les menaces,
pour finalement réarmer la France. Et réarmer la France, c'est derrière ce mot d'ordre que nous avons placé notre action, et c'est le titre du manifeste d'identité-liberté que nous allons publier ce jour. Et si nous devons urgemment réarmer la France, c'est parce que nous avons, pas seulement, je dirais, un adversaire politique, mais un ennemi politique. Et cet ennemi, il était dans nos rues dimanche dernier, derrière Jean-Luc Mélenchon, en train d'inventer de toutes pièces, le crime dont il rêvait. Ah oui, ils en rêvaient de pouvoir enfin sauter sur l'événement qui leur permettrait de traiter les Français de sales racistes et de sales islamophobes. Ils rêvaient de trouver enfin le prétexte de jeter l'opprobre sur la droite, forcément coupable, et de mettre des cibles dans le dos des journalistes du groupe Bolloré. Manifestement, le massacre de Charlie Hebdo, la mort de Samuel Paty ne leur ont pas suffi pour comprendre que l'accusation en islamophobie peut être mortelle. L'occasion était trop belle. Alors Mélenchon s'est précipité dans la rue, les yeux rougis, pour utiliser le meurtre de ce pauvre Aboubacar Cissé comme arme de division massive des Français. Et des militants de gauche fanatiques en ont profité pour appeler à la constitution de milices privées contre l'État. Tout est bon pour pousser à l'explosion dont ils rêvent dans leur folie révolutionnaire. Ah non, par contre, ils n'étaient pas dans la rue pour le père Hamel et les 3 martyrs de la basilique de Nice. Ils n'étaient pas dans la rue pour Thomas. Ils n'étaient pas dans la rue pour Lola ni pour Philippine. Parce que M. Mélenchon et ses troupes ont la larme sélective. Il n'y a qu'un malheur dans leur grande récupération de communication, c'est que tout n'est que mensonge. Le meurtrier n'est pas le Français Dupont-Lajoie qu'ils espéraient, c'est un immigré bosnien. La motivation anti-musulmane n'est pas confirmée par le meurtrier, qui n'a d'ailleurs laissé aucune trace de ce penchant par le passé. Alors qu'à cela ne tienne, la France insoumise trouve une nouvelle attaque et affirme que le méchant Bruno Retailleau n'aurait pas voulu rencontrer la famille de la victime. Encore raté, il se trouve que la victime, Aboubacar Cissé, était clandestin, et on comprend bien alors qu'il n'était pas aisé pour le ministère de l'Intérieur de retrouver sa famille. Tout ça dit une chose, que leur monde, que leurs obsessions n'existent pas. La réalité dans notre pays, c'est que ce ne sont pas des hordes de milices d'ultra-droite qui martyrisent des musulmans sans défense. La triste réalité est celle-ci. Près de 300 personnes ont trouvé la mort par des djihadistes islamistes, quasi exclusivement d'origine extra-européenne. La réalité, ce sont des Français poignardés gratuitement à coups de sales guerres et de sales blancs. La réalité, c'est que l'immigration est partout surreprésentée dans la délinquance et dans les prisons. La réalité, c'est qu'en 2024, les actes anti-musulmans ne représentent que 7% des actes anti-religieux. La réalité, c'est qu'en novembre 2023, le ministre de l'Intérieur parlait alors sur l'année de 1762 faits antisémites, 564 faits antichrétiens et 131 faits anti-musulmans. La réalité, c'est que le racisme le plus décomplexé, mais aussi le plus nié dans notre pays, c'est bien le racisme anti-blanc, dont certains osent même affirmer qu'il n'existerait pas. Alors pour eux, les Français et les Françaises sont priés de se faire insulter, frapper, violer et tuer en silence. Leur souffrance n'existe pas. Pire, leur souffrance ne doit pas exister. Parce que leur souffrance, vous comprenez, risquerait de faire le jeu de l'extrême droite. Mais alors, face à toutes ces injustices et toute cette ignominie, tournons notre regard vers Jeanne, ce symbole sublime de l'amour et du souvenir de la patrie. Et souvenons-nous que jamais tant de courage, de droiture, de foi, de cœur ne furent payés d'autant d'ingratitude dans cette apparente, mais provisoire, victoire du mal sur le bien qui se conclut sur le duché de Rouen. Jeanne, c'est la preuve aussi que tôt ou tard, l'innocence bafouée, le courage malheureux, l'idéal rêvé finissent par triompher toujours du mensonge et de l'adversité. Alors comme Jeanne, résistons. Résistons et avec identité, liberté, soyons le porte-voix inlassable de cette France. Je le dis ici devant vous avec force et détermination, les islamo-gauchistes nous trouveront toujours sur leur chemin. Parce que contrairement à eux, nous croyons en une France fidèle à son héritage, ancrée dans une civilisation européenne et chrétienne, souveraine dans ses choix et libre dans son économie.
C'est un héritage vivant que nous ont légué nos ancêtres. Nous sommes un nous et nous avons un chez nous. Il nous appartient de conserver et de transmettre cet héritage. Et nous savons par les temps qui courent que c'est une responsabilité immense face aux grands défis et aux grands dangers du XXIe siècle. La France ne redeviendra une puissance respectée qu'à travers un réarmement général, un réarmement total qui n'oublie aucun aspect de la vie des hommes. Et pour la France, notre pays, nous voulons un réarmement démographique, identitaire, éducatif, culturel, militaire, économique, démocratique et sécuritaire, lui permettant de renouer avec sa fierté et son ambition. Parce que la croissance démographique, c'est la mort. La dénatalité, c'est la disparition. L'avenir d'un peuple réside en tout premier lieu dans sa capacité à se perpétuer et à se renouveler. L'immigration de remplacement ne peut être une solution à l'effondrement de la natalité française. Nous le disons haut et fort, c'est notre plus vibrante profession de foi. L'avenir de la France et de l'Europe passe par les berceaux de nos enfants et non par les bateaux de migrants. Seuls les écologistes fous peuvent penser que stériliser mentalement un peuple serait bon pour la planète. Un sondage prétendait en 2022 qu'un tiers des Françaises en âge de donner la vie ne voulaient pas avoir d'enfants. Un tiers des Françaises. L'extrême gauche a inventé le terme de militants dénatalistes pour désigner ceux et celles qui prônent autour d'eux l'impératif moral de ne pas se reproduire au prétexte de sauver l'environnement. Comment ne pas voir derrière ce discours de la disparition, de la mort programmée d'un peuple, une maladie de l'âme, un épuisement des forces vitales? Comment ne pas voir aussi que ce mouvement s'inscrit dans un culte du moi qui renie les ancêtres, qui culpabilise les vivants et qui, appelant à la non-perpétuation, aspire tout simplement au vide. Oui, le gauchisme est un nihilisme. Il ne veut pas le bien, il veut le rien. Alors avec Identité et Liberté, nous faisons de la natalité et de la famille une priorité sociale, une priorité politique. Et cette priorité sociale exige bien sûr une priorité nationale, une préférence nationale pour les Français dans l'accès au logement social et aux aides sociales non contributives. Réarmer démographiquement, c'est aussi forcément vouloir un réarmement éducatif. Et c'est à l'université, en particulier, que le combat doit être mené. Là, plus encore qu'ailleurs, la subversion du réel, la subversion des mots, des faits et des valeurs gagne du terrain. Ce qu'on appelle le wokisme, qui n'est que l'énième avatar de toutes les idéologies de la table rase, est un mal absolu pour toute société équilibrée. Le wokisme, ce n'est pas que la déconstruction, c'est la destruction, c'est le chaos mental. Exposer des jeunes esprits à cette machine, négation de tout ordre, réfutation même de la biologie, c'est les mettre en danger. Et pour faire face, il faut aussi, là encore, défendre la liberté académique face au nouveau totalitarisme qui s'exprime sur des campus où on empêche des étudiants d'accéder à leurs cours ou à des profs de pouvoir le délivrer dans des amphithéâtres. Et c'est bien conscient d'ailleurs que de cette dérive et de la nécessité de créer un autre modèle, un contre-Sciences Po, que nous avons, voici quelques années maintenant, lancé l'ICEP avec Thibaut Monnier, ici présent, que je remercie. Et qui est aujourd'hui député d'Identité Liberté, aux côtés d'Eddie Casterman et d'Anne Sicard. Vous pouvez là encore les applaudir, ils se battent tous les jours pour vous à l'Assemblée nationale. Alors le complément, évidemment naturel, de ce réarmement éducatif, c'est le réarmement culturel et je dirais même moral. Et d'abord, avant quelques principes, une évidence. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Celle de la France est haute et belle, tout le monde nous le reconnaît. Elle est jeune de nombreux siècles. Elle s'est élevée en élevant précisément les cœurs et les esprits. Fidèle aux enseignements antiques de notre civilisation, attachée à l'élévation des cœurs, nous entendons réhabiliter la transmission du vrai, du bien et du beau. Conscients de la fragilité des choses humaines et de la nature, nous sommes soucieux de la préservation des saines limites et des équilibres. Notre culture, c'est ce qui nous singularise à travers le monde.
Ce qui va, malgré tout ce qui nous différencie les uns et des autres, quel que soit aujourd'hui peut-être nos générations, nos âges, nos métiers, nos territoires d'origine, ce qui va être source commune de notre attitude face au monde. Alors on parle beaucoup de bouleversements environnementaux, des dérèglements du climat. Les bouleversements sociétaux, les dérèglements de l'homme relèvent d'un autre plan, mais d'une ampleur qui, selon moi, n'est pas moins grave. Réarmer culturellement la France, c'est aussi réaffirmer des principes aussi sains que simples. L'homme n'est pas une marchandise, et la femme pas davantage. Un ventre ne se loue pas, un bébé ne s'achète pas. La vie n'est pas une marchandise. Le combat culturel, ce combat dont je vous parle, c'est aussi le combat pour la dignité de l'homme et le respect du vivant. Mais vous le savez, tous ces réarmements conditionnent le réarmement premier, le réarmement majeur, le réarmement identitaire. Si nous voulons une culture, nous voulons que ce soit la nôtre. Si nous voulons une âme, nous voulons que ce soit là encore la nôtre. La France, contrairement à ce qu'a encore affirmé Emmanuel Macron hier, n'est ni une idée ni une abstraction. Elle n'a pas vocation, comme le souhaiterait Jean-Luc Mélenchon, à se créoliser pas à chaque génération jusque de nos campagnes, sauf évidemment à se dissoudre. Les Français n'ont à demander pardon à personne, à ne faire de la place à personne, à ne laisser leur place à personne. Sur la terre de leur père, abreuvés de tant de sang versé pour que la France perdure, ils sont chez eux. Et croyez-moi, ils vont le rester. La submersion migratoire est une atteinte au droit des peuples à demeurer eux-mêmes. L'islamisation de la France, c'est la disparition de la France. Un pays qui pourrait avoir la même géographie, les mêmes frontières, peut-être le même nom, mais qui, à la fin, n'aurait plus le même visage. Et alors, sur ce terrain, plus que sur d'autres encore, il ne faut rien lâcher. Le danger est connu pourtant, il a été étudié, mesuré, cartographié. Ce qu'on peut désormais en apprendre est de l'ordre du détail opérationnel. Alors le ministre Bruno Retailleau annonce un rapport sur l'entrisme des islamistes frères musulmans. Très bien, mais pourquoi ? Pourquoi exactement ? Que pourrait-on apprendre qu'on ne sache déjà ? Tout sur le sujet a été dit, démontré, par nous, par d'autres, et ce depuis bien longtemps. Va-t-on par exemple apprendre que l'IESH, qui forme des imams à Château-Chinon, est le QG de l'islamisme et des frères musulmans en France ? J'en demandais déjà, en votre nom, la fermeture il y a 1 an pendant la campagne des européennes. Il n'est plus le temps des consultations, des rapports. Il ne faut pas faire un rapport sur les frères musulmans. Il faut les interdire. Il faut interdire les frères musulmans. Expulser leurs propagandistes et bloquer ce qui est aujourd'hui leur vivier de recrutement principal, l'immigration inassimilée. Sur ce sujet du danger islamique, de la subversion migratoire, nous devons parler haut et fort, peupler le débat public de nos mots d'ordre et de nos solutions. Il faut en finir avec le joug de certains juges qui privent les Français de droit de décider pour eux-mêmes du destin de leur famille et de leur pays. Car il nous faut aussi, c'est évident, un réarmement démocratique. Et la récente actualité autour de l'empêchement de Marine Le Pen de candidater nous le rappelle cruellement. Nous défendons, nous à Identité Liberté, une coopération européenne fondée sur la souveraineté des nations libres, héritières d'une civilisation commune. Nous nous opposons au centralisme bruxellois et à la dérive autocratique et réglementaire de la Commission. C'est le sens du combat que nous menons d'ailleurs avec Laurence Trochu, avec Nicolas Bay, avec Guillaume Pelletier et tous nos alliés des conservateurs et réformistes européens, parmi lesquels les Italiens de Fratelli d'Italia, derrière le leader Giorgia Meloni. Pas plus que certains juges ou hautes juridictions pour qui l'état de droit est en fait un droit à se substituer au peuple, il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir de vision de la démocratie qui ne trouve pas son cadre, sa source et même son but dans le peuple et donc dans la nation. Notre vision à ce sujet est finalement assez classique et donc ceux qui s'y opposent sont objectivement des antidémocrates. Il n'y aura pas de redressement national sans le rétablissement de la liberté d'expression et le recours régulier au référendum. Il faut à la parole comme à la décision rendre leur liberté. Être libre, être soi-même sont essentiels pour un peuple. Mais le citoyen ne peut se réaliser et imaginer son avenir que dans le cadre d'un pays dynamique et prospère économiquement.
Je le dis en ce 1er mai qui est, vous le savez, aussi la fête du travail. La France doit remettre le mérite et l'effort au cœur du grand projet national en privilégiant la production à la redistribution et le travail sur l'assistanat. Ceux qui produisent, ceux qui prennent des risques, ceux qui se lèvent le matin doivent être libérés de toutes les contraintes fiscales et réglementaires qui aujourd'hui les découragent. Seul le travail rendra de nouveau la France grande. Décroissance, revenu universel, droit à la paresse, taxation obsessionnelle des super méga ultra riches, autant de délires qui finiront de tiers-mondiser la France. Mais s'il faut en finir avec le socialisme mental, il faut également en finir avec l'Europe du suicide industriel. Vous avez certainement suivi l'annonce de la suppression en France de près de 600 emplois par ArcelorMittal, qui est le dernier exploit en date de la Commission européenne. Alors, j'ai d'ailleurs été tout juste interrogé par LCI à ce sujet, qui m'a sauté dessus en me disant que finalement cette situation d'ArcelorMittal et plus généralement du secteur de l'acier était de la responsabilité de Donald Trump. Mais quelle vaste blague! La réalité, c'est que ce secteur est en souffrance depuis de très nombreuses années déjà, pour une raison simple, c'est qu'il est petit à petit grignoté par la concurrence déloyale chinoise. Et qu'aujourd'hui, en France comme en Europe, on achète de l'acier chinois. Et on achète de l'acier chinois pour une raison simple, c'est que nous ne sommes plus suffisamment compétitifs. Et nous ne sommes plus suffisamment compétitifs parce que les charges et les normes sont trop lourdes et parce que le coût du travail est trop important. Et parce que, évidemment, sujet essentiel de la responsabilité directe pour le coup des gouvernants européens, l'énergie coûte trop cher. Nous avons, sous l'égide de l'ancienne Commission, fait des choix hasardeux que perpétue, aujourd'hui Emmanuel Macron et le nouveau gouvernement en investissant de manière complètement délirante dans le tout renouvelable, au détriment bien sûr du nucléaire ou des énergies renouvelables non intermittentes, ce qui a abouti, vous l'avez certainement vu dans la presse, à ce que potentiellement d'ici 2035, le coût de l'énergie puisse encore être multiplié par 2. Comment imaginer être compétitif dans un pays où l'énergie est 4 à 5 fois plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui aux États-Unis ou en Chine? Alors évidemment, ne nous trompons pas de sujet. Le déficit de la balance commerciale entre la France et les États-Unis aujourd'hui est de l'ordre de 4 milliards d'euros, ce qui est déjà déplorable. Mais le déficit commercial avec la Chine est de 32 milliards d'euros. Voilà où est le véritable sujet. Aujourd'hui, si on doit parler de concurrence, et ne pas oublier, puisque évidemment, les journalistes n'ont pas manqué de me demander si je regrettais de m'être rendu à Washington à l'occasion de l'élection de Donald Trump. Eh bien, je vous le dis, de la manière la plus décomplexée qui soit, je ne regrette pas pour une raison simple, c'est que moi, je n'ai jamais été naïve à l'égard de Donald Trump et des États-Unis. Je veux dire, il n'y a aujourd'hui que des gouvernants pour découvrir que Donald Trump, déjà pendant la campagne, avait fait la promesse auprès des Américains d'utiliser le protectionnisme et les barrières douanières pour relocaliser des industries et une partie de l'économie américaine. En soi, il joue son rôle de président américain au service des intérêts américains, là où je souhaiterais, de la même manière que les gouvernants français, se mettent au service des intérêts français. Et je n'ai pas attendu, d'ailleurs, Donald Trump pour, depuis longtemps, moi, ma famille politique et d'autres défendent souvent envers et contre tout une logique de maintien des industries en France, là où beaucoup communiaient, vous vous en souvenez peut-être, à cette lubie de l'industrie sans usine. Et là où beaucoup d'autres considéraient que le libre-échange généralisé était la vocation indépassable finalement du bien-être économique. Nous défendions déjà la logique de la protection face à la concurrence déloyale, là où précisément la Commission signait d'année en année de nouveaux traités de libre-échange. Et nous ne découvrons pas que oui, les États-Unis, comme d'autres, sont un concurrent, parfois un adversaire féroce sur le plan commercial. Je rappelle que l'affaire de l'amende colossale qui avait été infligée à BNP, l'affaire Alstom, fleuron industriel qui a été bradé par Emmanuel Macron sous la pression des États-Unis, l'affaire des sous-marins en Australie, vous vous en souvenez certainement aussi, l'affaire de l'espionnage massif aujourd'hui en Europe par les États-Unis, parfois même de dirigeants européens, tout cela ne date pas de Donald Trump. Tout cela date de Barack Obama. Et je n'ai pas souvenir à l'époque, pourtant, d'avoir entendu les belles âmes européennes qui, tout d'un coup, découvrent les mots indépendance et souveraineté, s'indigner de cela et se donner les moyens de résister
précisément à cette concurrence féroce que jouent les États-Unis et d'autres pays depuis maintenant longtemps. Alors moi, je vous le dis, le moment est évidemment désagréable et douloureux à court terme, mais il y a une forme d'opportunité, puisque aujourd'hui, leur détestation de Donald Trump aboutit à ce que, enfin, en effet, les élites européennes commencent à considérer la possibilité de devoir se réarmer sur le plan militaire, devoir protéger les marchés éventuellement, devoir déréglementer, devoir renoncer au fameux Green Deal qui aboutit à la décroissance, et peut-être donc finalement marcher petit à petit vers cette idée d'une Europe indépendante pour laquelle nous nous battons envers et contre tout depuis tant d'années. Parce que Bruxelles a voulu l'Europe ouverte, et finalement elle a créé l'Europe offerte. Elle a voulu une Europe verte, elle aura une Europe vide, vide de ses usines et de ses emplois. Alors, parmi les 600 employés qui sont menacés, dont 100 d'ailleurs à Florange, à 1 heure seulement de voiture d'ici, je veux dire à ces ouvriers que si la gauche les a abandonnés, préférant le virtuel à l'idéologie, à la réalité des usines, nous, avec Identité Liberté, nous serons toujours à leur côté, comme nous l'étions déjà hier. Enfin, et puisqu'il existe un lien avec l'industrie, nous devons retrouver la voie de la force et la voie de la puissance. Sur le plan extérieur, nous devons avoir conscience que personne ne nous défendra à notre place. Là encore, combien de fois l'avons-nous dit avant tous les autres, alors qu'aujourd'hui, il commence à peine à déciler. Le réarmement militaire, oui, est une absolue nécessité, mais l'a toujours été, finalement. Si la France conserve encore une place centrale en Europe grâce à sa puissance nucléaire, si elle est encore la première armée et la première industrie de défense, nous sommes loin de ce que l'état du monde qui nous entoure ou des menaces intérieures exigent. Et il faut le dire, l'implosion de la société française, le délitement généralisé au quotidien, la partition de fait dans des territoires où rentrent les aides sociales, mais pas la police, et d'où sortent la drogue et les armes, autant de faits, autant d'accélérations qui témoignent d'une guerre de basse intensité faite à la France. Et qui peut croire qu'une telle situation peut encore longtemps perdurer sans dégénérer? Parce que la fracture est là, territoriale, communautaire, sécuritaire et, disons-le, civilisationnelle. Cette fracture, c'est la fracture de 50 ans d'immigration et de renoncement. On nous a promis l'intégration, puis le vivre ensemble, puis l'inclusion. Toutes ces formules, c'était à chaque fois un pas en arrière, une capitulation. Les accommodements raisonnables à la chaîne. Eh bien ici, à Don Rémy, chez Jeanne, nous disons plus un pas en arrière, seulement des pas en avant vers la victoire et vers ce réarmement de la France, ce message fort que nous portons. Parce que notre projet politique, à nous, il ne découle pas des sondages, des études de marché politique. Il s'inscrit dans une conception du monde, charpentée par un ensemble de convictions, découlant de valeurs. Au sein du camp national, dans le champ des droites, nous avons notre personnalité politique, notre singularité. Mais notre singularité, c'est aussi d'être ceux qui, inlassablement, appelleront au rassemblement. Face au bloc central, nous voulons le bloc national. Face au nouveau Front populaire, nous voulons la coalition des droites. Parce que sans elle, il ne peut pas y avoir de victoire. Pas de victoire totale, c'est-à-dire de victoire électorale, mais aussi de réussite gouvernementale. Et je veux le dire ici sur la terre de Jeanne qui rassembla les Français derrière son étendard, quelles que soient les épreuves qu'il nous faudra encore affronter. Cette victoire ne peut avoir qu'un seul prénom, l'union. L'union. Identité, liberté la portera inlassablement. Identité, liberté qui est un jeune mouvement, mais un mouvement qui a besoin de vous. J'ai besoin, nous avons besoin de vous. Donnez-nous la force d'être la voix d'un idéal, cet idéal dont je vous ai longuement parlé dans ce discours. Comme Jeanne, ensemble, soyons ceux qui croient plus que les autres. Soyons ceux qui se battent plus que les autres. Qui, s'il le faut, endurent parfois plus que les autres. Soyons la première ligne, celle du don total, celle qui rend possible tous les espoirs et toutes les victoires. Je vous remercie. Vive Jeanne d'Arc et vive la France!